Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. En Libye, le régime perd le contrôle de l'est du pays. Benghazi, Tobrouk et Darna seraient aux mains de manifestants ce soir, mais le pouvoir reste décidé à réprimer dans le sang la révolte. Les évacuations massives de ressortissants du monde entier se poursuivent sur place. La situation fait craindre une crise humanitaire. Le bilan pourrait dépasser les 600 morts. Et dans ce contexte, l'Union européenne et les États-Unis s'apprêtent à lancer des sanctions à l'encontre du régime libyen. Barack Obama s'exprima dans 1 heure, heure de Paris. Puis plus généralement, nous évoquerons dans ce journal avec de nombreux invités la diplomatie française, mais aussi européenne et outre-Atlantique à l'épreuve des faits dans le monde arabe. C'est à suivre. En France, vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais les prix ont baissé durant le mois de janvier, une baisse toute relative, moins 0,2%. Alors cette tendance va-t-elle se poursuivre? Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. L'Est de la Libye échappe au contrôle de Mouammar Kadhafi. L'opposition semble contrôler toute la côte orientale du pays. De nombreux soldats ont rallié les insurgés ce soir et un symbole aujourd'hui, un avion de chasse libyen s'écrase parce que son équipage refuse de bombarder Benghazi. Tous les détails avec Alexandra Colino. La Libye se libère peu à peu. À Tobrouk, le drapeau de l'indépendance, celui d'avant Kadhafi, flotte au-dessus des manifestants. Les insurgés crient leur joie. Ils ont gagné. Il n'y a pas de retraite. Kadhafi, va-t'en. Nous ne voulons plus de ta famille, plus de ton clan. Nous ne voulons plus de toi. Même les soldats ont rejoint la population. Le ministre de la Justice puis celui de l'Intérieur ont rallié le peuple. Le régime tente de convaincre dans de 20 messages qu'il garde le contrôle, mais il s'effondre lentement. Aux frontières, c'est le chaos. Des milliers de travailleurs égyptiens immigrés tentent de partir. Même scène à l'ouest du pays, près de 6000 Tunisiens ont fui par la route. Bien sûr qu'on a eu peur. Qui n'aurait pas peur avec des bombardements et des tirs au-dessus de nos têtes? La France a engagé aujourd'hui une 3e rotation aérienne. 335 Français ont déjà été rapatriés. Des centaines de milliers de ressortissants du monde entier devraient être évacués par air et par mer, dont 10 000 Européens. Voilà, et vous venez de le voir alors que des dizaines de pays évacuent leurs ressortissants par air et par mer, libyens, mais aussi tunisiens et égyptiens sont des milliers à se presser sur les routes pour fuir la Libye. Le Croissant Rouge évoque ce soir un risque d'exode massif et l'Europe se prépare à faire face à une crise humanitaire de grande ampleur à ses portes. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, nous sommes en ligne avec le correspondant pour France 24, Willy Bracciano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au principal point de passage entre la Tunisie et la Libye, à Ras Jedir, transformé en véritable centre d'accueil de réfugiés. Est-ce que d'abord l'exode se poursuit ce soir? Willy Bracciano, oui, allez-y. Oui, je vous entends. Alors Willy Bracciano, on a du mal à vous entendre, on va revenir vers vous plus tard. Je rappelle que vous êtes à la frontière tuniso-libyenne où il y a beaucoup de réfugiés ce soir. Nous sommes en direct avec vous. Alors dans ce contexte, en tous les cas, les États-Unis s'apprêtent à prononcer un discours. C'est Barack Obama qui va s'exprimer sur la situation libyenne et à prononcer des sanctions à l'encontre du régime libyen. Le président des États-Unis qui a réagi jusqu'à présent très prudemment aux violences en Libye, une attitude très critiquée dans son pays mais qui pourrait s'expliquer selon la presse américaine, par la présence de centaines d'Américains encore dans les villes libyennes aujourd'hui. L'Union européenne, de son côté, a haussé le ton. Elle s'est dit prête à des sanctions. Tous les détails avec Marie Brémaud. Peu à peu, la vieille Europe semble sortir de sa torpeur. Après l'Espagne, la Finlande et l'Allemagne, le Luxembourg, la France et même l'Italie s'indignent aujourd'hui des massacres orchestrés par Mouammar Kadhafi à l'encontre de ses concitoyens. Dans la surenchère des déclarations, Nicolas Sarkozy ce matin s'est prononcé en faveur de sanctions concrètes. Ces mesures concernent notamment la possibilité de les traduire en justice, l'interdiction d'accès au territoire de l'Union et la surveillance de tous les mouvements financiers. Il a souhaité en outre que soit examinée rapidement la suspension des relations économiques, commerciales et financières avec la Libye
jusqu'à nouvel ordre. Après les hésitations, place à l'action donc. Le chef de l'État souhaite suspendre les relations économiques entre l'Union européenne et Tripoli. Proposition audacieuse car la France demeure l'un des principaux partenaires économiques de la Libye. Et du côté de l'Union européenne, les 27 semblent décidés à faire front puisqu'à l'issue d'une réunion diplomatique cet après-midi à Bruxelles, les États membres vont examiner le gel des avoirs et l'éventuel engagement de poursuites à l'encontre des dirigeants du régime libyen. Alors nous serons en direct dans un instant avec Willy Bracciano qui est à la frontière tuniso-libyenne. Mais d'abord notre débat. L'attitude des États-Unis critiquée, la diplomatie de la France sérieusement secouée, l'Union européenne qualifiée de belle endormie, que ce soit dans l'Hexagone ou ailleurs en Occident, les chancelleries balbutient, les dirigeants occidentaux peinent à trouver leur marque et leur voix dans ce nouveau monde arabe qui se dessine sous nos yeux. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Monique Cerisier-Benguiga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice socialiste des Français établis hors de France. Vous connaissez très bien cette région, y compris aussi et surtout le Proche-Orient. Avec nous également Charles Saint-Pro, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques et également avec nous Martin Pradel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission auprès de la Fédération internationale des droits de l'homme, vous êtes également avocat. Alors avant de parler diplomatie, parlons de la situation ce soir évidemment en Libye. Monique Cerisier-Benguiga, certaines ONG évoquent ce soir le risque d'une crise humanitaire. Martin Pradel aussi, je vous pose la question, est-ce qu'on se dirige vers ce scénario catastrophe ? Ça pourrait arriver dans la mesure où la Libye est un pays qui produit fort peu, qui dépend entièrement d'un approvisionnement international et où la vie s'est arrêtée. J'avais des nouvelles ce matin de Français qui tiennent à rester à Tripoli et qui disent que la ville est morte. Donc aucune activité, il peut y avoir en effet aussi un problème de santé. Alors on va en parler justement. On retourne sur place à la frontière tuniso-libyenne à Ras Jedir plus précisément. Willy Bracciano, vous nous entendez ? Oui Sonia, ça va mieux là. Dites-nous, est-ce que l'exode déjà se poursuit ce soir à cette frontière ? Alors ce qu'il faut savoir Sonia, c'est qu'on n'assiste pas à un exode massif et désorganisé. Donc ici à la frontière entre la Tunisie et la Libye à Rajdir, c'est quoi? C'est environ 2500 personnes par jour depuis lundi. Alors qui sont-elles? Des Tunisiens bien sûr, des Libyens, des Égyptiens, des Turcs et puis des Chinois d'ailleurs qui à cette heure où je vous parle sont encore bloqués côté libyen. Il y a déjà des dizaines de cars qui sont là à les attendre. Un diplomate chinois m'a indiqué qu'il serait environ 1000 Chinois bloqués ce soir du côté libyen. Alors est-ce qu'ils vont sortir dans les heures qui viennent? Ce n'est pas sûr parce qu'en ce moment, côté libyen, c'est le couvre-feu. Et Willy Bracciano, que vous racontent les Tunisiens qui fuient la Libye aujourd'hui? Quelle scène, quel témoignage apportent-ils? Alors les témoignages sont très variés, c'est même d'ailleurs un peu difficile de se faire une idée précise de la situation, tant ils sont divers ces témoignages. Alors par contre tous s'accordent sur un point, c'est la montée brutale de la violence et de la répression contre les anti-Kadhafi, et cela au lendemain du discours violent de Mouammar Kadhafi, une violence d'ailleurs qui s'est ressentie à Sabrata, qui est une ville à 80 km de Tripoli, où l'armée de Kadhafi s'est positionnée mardi soir. Un Tunisien d'ailleurs qui revenait de Sabrata ce matin m'a dit qu'il a fui les violences, il a fui les tirs, alors que ça ne faisait que 5 jours seulement qu'il était passé en Libye. Et puis ce témoignage de ce Libyen qui me raconte aussi encore ce matin qu'à Tripoli, des snipers tirent sur les opposants dans les rues et pour effacer toute trace d'exaction qui aurait pu être filmée, eh bien tous ceux qui veulent quitter le pays, ils sont dépossédés des cartes mémoire de leur téléphone portable ou bien de leur appareil photo. Merci beaucoup Willy Bracciano, correspondant pour France 24. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct, donc depuis la frontière tuniso-libyenne. Alors, Martin Pradel, est-ce qu'on a une idée ce soir du bilan sur place en Libye? On a évoqué ce soir un bilan de plus de 600 morts. Est-ce que vous confirmez cela? C'est un bilan à minima. C'est un bilan à minima parce que on a eu aujourd'hui la confirmation de la découverte d'une morgue à Tripoli. Morgue qui se trouve juste derrière un hôpital. C'est une morgue improvisée dans une école. Et dans cette morgue, on a retrouvé 450 corps. Et c'est une source médicale, ce sont des sources de la Ligue libyenne. C'est confirmé ce soir. Nous n'avons pas de raison d'en douter.
les sources concordent pour dire qu'on a retrouvé 450 cadavres dans cette morgue. Dans d'autres villes, à Benghazi, on a retrouvé 230 corps dans une morgue similaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on est bien au-delà des 600 morts d'ores et déjà dans 2 points très précis et très localisés de la Libye. C'est effectivement une situation humanitaire très préoccupante. Alors, situation humanitaire très préoccupante, une situation politique qui va peut-être être bouleversée. Charles Saint-Pro, Barack Obama va parler là d'ici 1 heure à 23h et quelques heures de Paris. Qu'est-ce qu'il pourrait annoncer? Est-ce qu'il pourrait aller plus loin que ce qu'a dit l'Union européenne, c'est-à-dire des sanctions? Il peut aller guère plus loin, parce que en réalité, dans ce genre de situation, il y a peu de solutions. Bien sûr, on peut blâmer, et il faut le faire très fortement, le massacre organisé d'une population désarmée, etc. Bon, mais en droit international, il y a très peu d'appareils qui permettent une intervention. Et en plus, est-ce que vraiment, on a vraiment envie d'intervenir? Et puis, il y a aussi un problème, c'est que je pense que tant que les ressortissants étrangers occidentaux ne seront pas sortis de Libye, on ne pourra pas tenter d'opération militaire, si tant est que quelqu'un puisse l'imaginer, parce que Kadhafi étant la personne que l'on connaît, il prendra immédiatement ces gens en otage. Souvenons-nous de l'affaire des infirmières bulgares qui avaient été prises en otage pour essayer de tirer des avantages politiques ou financiers. Il est tout à fait capable de prendre en otage les populations occidentales, les travailleurs occidentaux sont là-bas. Sur ce point, prudence en attendant que les ressortissants soient tous... Oui, en ce qui concerne les Français, 2 avions sont déjà arrivés la nuit dernière. Un 3e a dû arriver aujourd'hui. Je n'ai pas pu téléphoner au centre de crise avant de venir. Mais vous parliez de situation humanitaire. C'est une situation de guerre civile. Déjà, d'ores et déjà. Et d'un gouvernement contre un peuple qui risque fort de se diviser, étant donné sa composition sociologique. Donc, j'appelle situation humanitaire une situation... de guerre civile, ce soir. Non, là, c'est plutôt... c'est pas, le mot humanitaire ne me paraît pas juste. C'est une situation de guerre. Non, mais quand on a employé le mot humanitaire, peut-être qu'on a voulu dire un exode, c'est-à-dire que sur place, la situation des populations... La situation des populations est vraiment très, très difficile. Et ce soir, d'ailleurs, des dons, on va le préciser, arrivent de Tunisie et d'Égypte vers la Libye, des dons alimentaires et tout cela. Alors, on va revenir sur un point particulier, c'est la diplomatie française, mais aussi européenne et outre-Atlantique, puisque Barack Obama parle tout à l'heure dans cette révolte libyenne et puis dans le monde arabe d'une manière plus générale. Vous avez sans doute tous lu ce pamphlet hier de diplomates qui ont signé, vous allez me dire si vous pensez, il a été sévère en tous les cas, Monique Serres-Benguiga, non? C'est-à-dire que ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a eu un article de l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, Gérard Herrera, qui est quand même un homme peu connu pour une quelconque sympathie pour la gauche et pour la contestation. Hein. Et Gérard Herrera a écrit dans lemonde.fr du 16 février exactement la même chose que ce que disent la quarantaine de diplomates. Juste pour les téléspectateurs, je précise que cette tribune, donc, dans Le Monde hier, a été signée par des diplomates soutiens collectif qui s'appelle Marly, du nom du café où se sont réunis. Et ils parlent d'improvisation, d'impulsion successive de cette diplomatie. C'est votre avis? Non, je crois comprendre ce que ressentent ces diplomates. Ils ne sont pas tous très bons, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont bons. Et parfois, franchement, excellents. Ils font leur travail sur le terrain d'information, d'analyse, et ils transmettent au Quai d'Orsay. Et ils savent à peu près à coup sûr qu'au mieux, ces dépêches qu'ils envoient feront l'objet de synthèses dans les directions géographiques concernées, mais ne seront jamais lues ni par le ministre, ni par les gens de son cabinet, et encore moins... Grâce à Wikileaks, ça a été lu partout, mais bon. Oui, mais pas les Françaises. Pas les Françaises. Ça serait pas mal qu'on lise les Françaises. Oui, parce que moi, j'y ai accès, je les lis régulièrement, et je peux vous dire que c'est une source d'information excellente. Donc, ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est qu'on les accuse d'être à l'origine des faux pas de la diplomatie gouvernementale, alors que eux, ils avaient fait leur métier. Alors, on va parler de l'aspect politique, mais un point que vous avez souligné sur l'information, justement. Martin Pradel, vous avez été sur place, vous avez été dans les différents pays, vous avez été en Tunisie d'ailleurs dernièrement. Est-ce que les ambassadeurs sont aujourd'hui encore les relais, ils ont les bons contacts sur place pour juger, pour sentir la situation sur place? Je vais vous dire, la communication du gouvernement sur cette question, à mes yeux, elle est assez sidérante.
parce que on laisse entendre que quelque part on a une diplomatie aveugle et que aujourd'hui ce qui est entendu, c'est qu'elle serait peut-être de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'elle ne transmettrait pas vraiment les messages. Moi, quand je suis allé en Tunisie notamment, j'y suis allé à de nombreuses reprises ces dernières années, j'ai pu m'entretenir avec la représentation de l'Union européenne, avec la diplomatie française également à Tunis, et les préoccupations que je faisais valoir à l'époque pour la FIDH, c'était des préoccupations qui étaient parfaitement comprises, qui étaient parfaitement assimilées, et évidemment qu'on nous disait oui mais vous comprenez, les choses ne sont pas si simples. Le discours officiel qu'aujourd'hui tout le monde connaît et que personne vraiment ne comprend compte tenu de la marge de l'histoire. Donc oui, la situation, je pense qu'elle était parfaitement connue, et aujourd'hui il y a une certaine démagogie à venir dire que tout est de la faute des diplomates et qu'il n'y a pas eu ici de choix stratégiques totalement déconnectés des réalités économiques. Alors, il y a une certaine démagogie, mais sur le plan politique, il y a quand même un affrontement droite-gauche. C'est une question que je vous pose à vous deux ce matin sur les ondes, Monique Soazier-Benguigua. On a quand même entendu, vous les avez entendus, tous ces ténors de la Mitterrandie venir asséner le coup de grâce finalement à cette diplomatie française. Et quand ils étaient au pouvoir, il y a 10 ans, est-ce que Moubarak, est-ce que Kadhafi étaient vraiment si différents? Charles Saint-Pro et puis Monique Soazier-Benguigua. Bien sûr que non, il n'était pas différent. Et je pense que cette tribune et ce débat un peu artificiel, c'est le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Parce que cette tribune anonyme, c'est jamais très joli les lettres anonymes entre nous, hein, et c'est jamais très courageux. Ça dénote aussi un certain corporatisme que l'on connaît bien au Quai d'Orsay. Et il ne faut pas oublier que sous la Ve République en France, ce ne sont pas les bureaux qui font la diplomatie, c'est le domaine réservé du président de la République qui est l'élu de la nation. Donc ces gens-là, ils se plaignent un peu que le président de la République joue son rôle qui est d'être le chef de la diplomatie française. En plus, les critiques sont assez approximatives. De dire que le bilan de la diplomatie française est totalement zéro, ce n'est pas vrai. La gestion de la crise géorgienne par le président Sarkozy, la gestion de la crise financière où Sarkozy a fait preuve de l'autorité qu'il fallait pour éviter l'affolement. Il ne l'a pas résolu, il ne pouvait pas le résoudre, mais il a évité l'affolement. Les propositions au G20 de façon à transformer, à instaurer une régulation de l'économie mondiale, ce que ne veulent pas les États-Unis. L'UPM, l'Union pour la Méditerranée, qui est une bonne idée. On a bonne mine aujourd'hui de cracher sur l'Union pour la Méditerranée. C'est quand même une très bonne idée de Sarkozy. Ce n'est pas de sa faute si les Israéliens ont attaqué Gaza, donnant un coup de couteau dans le dos à l'Union pour la Méditerranée. Ce n'est pas de sa faute si les Allemands, et Merkel en tête, ont saboté l'Union pour la Méditerranée. Mais l'idée reste présente. Et avec qui on allait la faire? Avec les chefs d'État en poste, bien entendu. Mais bien entendu, il faudra reprendre cette idée avec les nouveaux chefs d'État. Je crois pouvoir dire que on peut penser en effet que sous la Ve République, et quelle que soit la couleur du président de la République, la tendance est de faire la politique, de prendre les décisions directement à l'Élysée. Mais on peut prendre des décisions enracinées dans des études de terrain, où on peut prendre des décisions impulsives. C'est-à-dire que vous dites en fait qu'on ne les écoute pas assez, mais ils vont plus loin quand même, ces diplomates. Ils sont comme un médecin qui ferait des prescriptions et que ces prescriptions, on ne les suivrait pas du tout. Ils présenteraient des... Il y a beaucoup de rapports. Vous connaissez le pays, je le prends un exemple, Monique Soazier-Benguigua, la Tunisie, où l'ambassadeur qui était en place avait dit le jour du départ de M. Ben Ali, eh bien que tout était rentré dans l'ordre. C'est peut-être un mauvais exemple. Écoutez, je ne connais pas M. Mena, parce que j'allais très peu en Tunisie ces dernières années, parce que j'y étais trop mal à l'aise. Hein. Mais j'ai connu quand même plusieurs ambassadeurs de France en Tunisie qui se sont arrangés pour que leur service rencontre toutes les catégories, les oppositions, les syndicats, et ces ambassadeurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, ça a été le même travail de terrain. Le gouvernement français ne peut pas dire qu'il n'ait pas été bien informé sur ce qui se passait en Tunisie dès les années 80-90. On savait très bien. Alors, on savait très bien. On va écouter un responsable du gouvernement, c'est le ministre Patrick Ollier. On va l'écouter justement sur Kadhafi et sur la Libye. C'est pas parce qu'en 10 ans on rencontre quelqu'un 3 ou 4 fois qu'on a une grande proximité. Il faut arrêter avec ça. Bien, regretter ce que j'ai fait, non. Non, je ne regrette pas parce que je l'ai fait dans l'intérêt général. Je l'ai fait pour aider les victimes de l'UTA. Je l'ai fait pour aider à la lutte contre le terrorisme. Je l'ai fait pour libérer les infirmières bulgares, etc., etc. Je ne peux pas regretter ce que j'ai fait.
Martin Pradel, il ne regrette pas ce qu'il a fait, c'est-à-dire il ne regrette pas d'avoir discuté avec Kadhafi, comme d'ailleurs les responsables de droite comme de gauche. Quelle peut être aujourd'hui la nouvelle diplomatie, quels peut être les nouveaux rapports avec ces pays-là aujourd'hui? Je pense que c'est une diplomatie, la diplomatie qu'on nous décrit, qui consiste à oublier un certain nombre de choses qui devraient être regardées comme les plus importantes. C'est-à-dire que reprendre le contact avec M. Kadhafi pour un motif qui est légitime, on parle de lutte contre le terrorisme, j'entends. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, j'imagine, dans cette pièce pour dire qu'il faut lutter contre le terrorisme. Mais oublier les atteintes quand même qui sont chroniques en Libye depuis des décennies et considérer que désormais, parce que c'est un interlocuteur et qu'il serait inadmissible d'avoir un interlocuteur impropre, eh bien cet interlocuteur est par postulat respectueux de nos conceptions des choses, je trouve que c'est aller un peu vite en besogne. Et c'est vrai que en acceptant de reprendre le dialogue comme ça, sans condition, c'est particulièrement préoccupant. Je pense que désormais, il faudrait que nos diplomaties, nos gouvernements s'interrogent sur la qualité de leur correspondance. Pour terminer, je vais faire un tour de table, puisque on peut parler d'un autre pays. Est-ce que vous diriez maintenant la même chose de la Chine, qui n'est pas un exemple en termes de respect des droits de l'homme, et pourtant tout le monde parle, négocie avec la Chine? Est-ce qu'on devrait dès maintenant faire la même chose par rapport à ces pays, M. Saint-Pro? Je crois qu'il faut ne pas rentrer dans la démagogie. Bon, d'abord, M. Ollier a vu Kadhafi il y a 5 ans. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, tout le monde courait après Kadhafi, qui, paraît-il, avait changé. Tout le monde était persuadé qu'il avait changé, qu'il avait mis de l'eau dans son vin, si j'ose dire, en parlant de Kadhafi, et qu'il avait abandonné toutes les options farfelues, terroristes et criminelles qui avaient été les siennes, et qu'il était rentré dans le rang. Bon, à côté de ça, on ne peut pas ne pas parler à tout le monde, parce qu'autrement on ne parle plus à personne. On va parler au président de la Finlande et au président de la Suisse, et puis point barre. Donc il faut arrêter de faire des procès d'intention. Tout le problème, c'est de savoir si ce qu'on dit, et personne ne peut douter que les chefs d'État disent à ces gens-là qui sont un certain nombre de choses et qu'ils essayent de les modérer. C'est tout, mais il ne faut pas exagérer. Je crois qu'il y a une chose qui s'appelle la réelle politique. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est la mode de critiquer la réelle politique. Mais le contraire de la réelle politique, c'est l'irréelle politique. Hein. C'est les vues de l'esprit et c'est le n'importe quoi. Je vais laisser le mot de la conclusion. Non, ce que je dirais, c'est que le tort, en particulier du président Sarkozy, est d'avoir perdu tout contact, et ça avait déjà commencé avec le président Chirac, avec toute autre chose que le gouvernement en place. Évidemment, il faut travailler avec les gouvernements qui détiennent le pouvoir. Mais si on oublie qu'il y a les oppositions légales et illégales, tout le reste de la population, à ce moment-là, on ne comprend plus rien aux pays avec lesquels on travaille. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour ce débat, pour cette analyse. La suite du 22h, avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Marie Brémaud. Ça y est, après 19 ans, la levée de l'état d'urgence est désormais une réalité en Algérie. Promise il y a quelques semaines par le président Bouteflika pour apaiser les tensions. La décision hautement symbolique a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères. Il est levé, tout le monde sait qu'il est levé et que dans les jours qui viennent, sa traduction, pas seulement sur le plan juridique, parce que la décision est prise, mais sur le plan opérationnel, va être visible pour tout le monde. Sans relâche, les secours continuent leur course contre la montre en Nouvelle-Zélande. Même si plus de 24 heures après le tremblement de terre, les chances de retrouver des survivants parmi les décombres s'amenuisent. Le Premier ministre a décrété l'état d'urgence au niveau national. Pour l'heure, plus de 400 personnes sont mortes ou portées disparues. La Grèce au ralenti aujourd'hui, conséquence d'une grève générale pour protester contre le plan d'austérité extrêmement sévère dans ce pays en faillite. Transports perturbés, commerces et écoles fermés, les contestataires étaient nombreux dans les rues. Mais certaines manifestations ont dégénéré et ont viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Nicolas Sarkozy au plus bas pour 2012. Dans le dernier sondage du Nouvel Observateur, le chef de l'État serait battu au second tour quel que soit le candidat socialiste face à lui. DSK, Aubry, Royal ou Hollande devancent ainsi de plusieurs points l'actuel président de la République. Ce sondage confirme de plus la percée très importante de Marine Le Pen, une tendance qui inquiète José Bové. Le député européen semble prêt à tout pour barrer la route à la candidate frontiste. Ma position, c'est de dire que s'il y a un risque de reproduction du 21 avril 2001,
il faut que notre candidat se retire. Pour l'instant, on maintient une candidature. Par contre, on se donne la possibilité, 3, 4, 5 mois avant l'élection, si on est dans cette situation-là, de retirer notre candidature. Ils sont venus des 4 coins de la France afin de recevoir leur prix au Sénat. Une médaille pour ces meilleurs apprentis de leur région. Esthétique, bâtiment, cuisine, prêt-à-porter, ils sont plus de 450 000 dans toute la France à acquérir de nouvelles connaissances. Mais Gérard Larcher a des objectifs plus ambitieux encore. L'apprentissage, c'est un élément, une grande voie républicaine de formation, qui est une chance pour ceux qui choisissent cette voie, qui est une chance pour les entreprises qui les forment. C'est aussi une chance pour tout le pays. Voilà pourquoi l'objectif d'1 million de jeunes en formation par apprentissage ou par alternance, eh bien, c'est un objectif très ambitieux, mais qu'il nous faut relever. Allez, c'est l'heure de l'économie à présent et c'est donc l'heure de Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. On va parler ce soir d'inflation, de ce sondage à paraître demain dans le quotidien Les Échos, selon lequel 56%, une majorité des Français redoutent un démarrage de l'inflation, alors que l'inflation, eh bien, elle a baissé de 0,2% au mois de janvier. Au mois de janvier, c'est-à-dire le mois des soldes. Oui. Donc effectivement, c'est pas un indice très révélateur. Entre les baisses massives dans l'ameublement, dans le textile, l'habillement et les promotions dans l'automobile, on ne peut pas prendre janvier comme quelque chose de caractéristique. Restons sur l'indice moyen de l'année, 1,8%, c'est pas mal dans la moyenne européenne, puisqu'en Europe, en moyenne, on est à 2,2. En Allemagne, ils sont à 2. Les Espagnols sont à 3. Les Britanniques sont à 4. Donc on est plutôt sur une bonne moyenne. Ce qui explique peut-être ces 56% dont parlera demain Les Échos, c'est que les prix s'enflamment sur des postes très particuliers et très visibles. Je pense notamment à l'énergie. En un an, 14%, avec le fuel qui augmente de 25%. Le gaz, après la hausse du mois d'avril qui va intervenir, le 1er avril, ça fera 20% dans l'année. Les carburants qui augmentent de 17%. Donc ça, c'est des choses qui parle aux gens. Et les produits alimentaires également, 4 à 5% dans l'année. Il faut bien se rendre compte que pour les couches les plus modestes, ce sont des prix extrêmement importants. Les gens dépensent à peu près 33%, les gens modestes, 33% de leurs revenus, rien qu'en transport et pour manger. À partir de là, si vous augmentez ces produits, je vous prends un seul exemple, le carburant. Si le carburant augmente par exemple de 20%, et on y va, puisque déjà on en est à 16 dans l'année, le pouvoir d'achat d'un salaire moyen baisse de 2%. Donc ces prix-là, évidemment, qui sont très visibles, eh bien, font peur à cette majorité de population sondée. Et les salaires, justement, Jean-Louis, pour 2011, ça nous intéresse tous. Quelle tendance? Alors, vous savez que la polémique a démarré dimanche matin, avec M. Trichet, qui a dit augmenter les salaires serait la première des sottises. Repris au bon par M. Dominique Strauss-Kahn à la télévision, qui a dit oui, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des très bas salaires en France. Et ce matin, au Conseil des ministres, M. Sarkozy a ironisé sur cette réponse de M. Strauss-Kahn en mettant en contradiction les propos du directeur général du Fonds monétaire et les préceptes même du Fonds monétaire international. Alors que tout le monde se rassure, pour 2011, l'année est bouclée puisque les politiques salariales des entreprises sont faites. On va sur une augmentation salariale de l'ordre de pouvoir d'achat de 0,3% comme en 2010, c'est donc très très faible. Et surtout si on compare par rapport à l'Allemagne qui sont à plus 1,4%. Donc là, il y a une véritable augmentation du pouvoir d'achat. Mais il faut dire qu'en Allemagne, la reprise est forte, alors qu'en France, elle est faible. Et en Allemagne, le chômage est plutôt faible, alors qu'en France, le chômage est fort. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je vous retrouve avec plaisir demain pour une autre analyse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous en rappelle le principal titre, puisqu'en Libye, le régime perd ce soir le contrôle de l'Est du pays. Benghazi, Tobrouk et Darna seraient aux mains des manifestants, mais le pouvoir reste décidé à réprimer dans le sang la révolte. On vous le disait tout à l'heure, les évacuations massives de ressortissants du monde entier se poursuivent. À noter, dans un peu moins d'une heure, le président américain Barack Obama qui s'exprimera pour la première fois publiquement sur ces événements en cours. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, direction le salon de l'agriculture avec Caroline Deschamps. C'est la clé des champs. Bonsoir.
Le salon de l'agriculture, c'est le salon de la gentillesse. Les gens sont gentils, c'est une France qu'on aime, ça ressemble assez au Sénat. On est de droite, on est de gauche, mais on se respecte. On est tous ensemble, c'est une forme de convivialité française. Et c'est un peu ça le salon de l'agriculture. Et c'est ce qu'on exprime. Et si on est de bonne humeur, c'est parce que c'est cette gentillesse-là qu'on rencontre dans les allées. Bon, bonne visite. Merci, moi aussi. This is the place to be. À chaque édition du Salon de l'Agriculture, les politiques de tous bords confondus se pressent dans les allées, savourent des spécialités régionales, prennent dans leurs bras une petite biquette. Un rituel sans dérogation où la star incontestée de l'exercice demeure Jacques Chirac. L'ancien président de la République est venu cette année encore, porte de Versailles à Paris. La Clé des Champs vous ouvre donc aujourd'hui les portes de l'incontournable show politico-rural. Bonjour, vous avez vu Jacques Chirac passer? Ouais, on l'a vu tout à l'heure, il est passé devant nous. Et il est populaire chez les agriculteurs, Chirac? Ouais, Chirac, il est bien aimé chez les agriculteurs. Parce que c'est un gars un peu de la base. Il vient, il goûte les produits, puis il n'a pas peur de mettre les pieds dans la mer. Vous l'aimez bien, vous? Ouais, moi j'aime bien. C'est important comme ça que les élus, les politiques soient présents sur le salon? Ouais, il faut qu'ils passent au moins on peut déjà commencer de leur dire nos problèmes, même s'ils sont au courant et tout, mais ça les sensibilise un peu mieux. Puis moi ça montre qu'on n'est pas oublié, on a mieux l'impression d'être pris au sérieux, alors qu'autrement... Vous n'avez pas le sentiment finalement que parfois c'est un peu une manière de vous caresser dans le sens du poil, si j'ose dire? C'est clair, on n'est pas dupes non plus, quoi. Si vous aviez là un message à adresser à nos représentants, vous leur diriez quoi là? Représentants politiques de tous bords. Ouais. Ouais, je leur dirais qu'il faut qu'ils soient bien conscients que l'agriculture française est en danger et que s'ils font rien pour nous, là, les gens vont avoir faim. Là, ça va faire comme dans les pays d'Afrique, ça va être la révolution. Bonjour, vous avez vu des hommes politiques passer depuis que vous êtes là au salon? Le président en début de semaine, ça au samedi, non? Après, vous l'avez vu? Moi non, je l'ai pas vu. Non. Je l'ai pas vu, je sais qu'il était là, il y a des gendarmes partout, mais je l'ai pas vu. Moi je viens pas pour voir le président, je viens pour me présenter nos vaches. Les politiques ils prennent pas les décisions au salon, ils viennent se montrer, donc nous on monte nos vaches. Et eux ils viennent se montrer, voilà, c'est ça? Voilà, ils viennent faire style, ils sont gentils pour faire de la pub. Voilà. C'est tout quoi. Chaque année, Gérard Larcher, le président du Sénat, se rend au Salon de l'Agriculture. Nous l'avons rencontré au stand de la Savoie, entouré de plusieurs sénateurs, dans une ambiance festive et conviviale.